RCF. Nous sommes toujours avec Stéphane Eas et François Leyondre qui publient Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle, un gros livre collectif qui questionne ces trois mots donc tout au long du XXe et du XXIe siècle, puisque vous vous intéressez aussi à l'actualité récente et pour ce qui est de la vulnérabilité, à ce que les attentats du 11 septembre 2001 ont pu changer dans cette notion de vulnérabilité et d'invulnérabilité. On parlait juste à la fin de la deuxième partie du contemporain avec vous, François Leyondre, et vous nous racontiez comment on entretient une illusion presque inhumaine finalement de pousser le corps à l'extrême, de battre des records. Alors si on n'en fera pas tout de suite le 100 mètres en 2 secondes en tous les cas, et si on sait qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'on se donne l'illusion qu'un jour on pourra y arriver. Et vous voulez justement intervenir sur cette question-là, Stéphane Eas, parce que peut-être qu'on peut s'interroger à l'inverse, peut-être que le dopage ou la technologie permet justement de renforcer cette illusion. Stéphane Eas. Complètement, le sport dominant. Et j'allais dire performant parce qu'il utilise des méthodes de gestion du corps humain particulièrement poussées, le plus souvent illicites. On voit bien comment les records sont battus, même s'il y a eu des périodes de stagnation, il faudrait voir en quoi les contrôles ont pu limiter justement la progression. Mais je voulais revenir sur le cas Mohamed Ali parce que justement il était intéressant parce que il était invincible, il a été invincible et donc il s'est montré invulnérable et pourtant il est apparu particulièrement vulnérable de par sa couleur de peau et de ses conditions, la condition des Noirs américains, et aussi parce qu'il a été interdit de combat. Donc un sportif qui ne peut plus combattre et qui ne peut plus montrer son invincibilité a été fragilisé fortement. Et il a tenu tête à l'État dans un contexte de guerre. Je vous rappelle que le livre... c'est aussi le Vietnam. Il pose la question dans des situations particulières de guerre et de crise. Et donc, en pleine guerre du Vietnam, il a refusé d'être incorporé. Et ce geste... je ne sais pas si on peut le dire courageux, mais ce geste, en tous les cas, a eu des répercussions sociopolitiques, économiques très importantes par la suite, pour lui à titre personnel, mais puisqu'il a pu vaincre à nouveau, mais surtout pour des générations, et depuis, il est devenu effectivement un modèle. Pour faire le lien avec et même si c'est très très dangereux de le dire comme ça, effectivement, Mohamed Ali, ancien Cassius Clay, et la question du terrorisme qui nous a occupés nous aussi, puisqu'il y a des fragilités géopolitiques, j'allais dire, dues à cette possibilité de se faire exploser. Oui, crise économique, donc crise ici terroriste ou crise écologique, ça prend différentes formes. Donc effectivement, le contexte contemporain est très particulier quand même, puisque vous avez vu ce matin, par exemple, l'actualité, il y a des œufs bio, mais les poules qui pondent ces œufs bio ne sont pas bio. Donc, elles sont nourries avec des produits non bio. On voit bien comment on doute de tout. Et on doute des records pour ce qui est du sport. Et on a tout à fait raison de douter des records, puisque non seulement les records sont objectivement battus, mais les conditions même pour être battus sont très critiquables. Il y a des collègues à nous qui n'ont pas participé à ce travail-là, mais qui font un travail qui est important, de salubrité publique, on pourrait dire, en rappelant justement ces tricheries et ces déviations quotidiennes dans le sport, dont le sport est le témoin et même quasiment l'espace-temps privilégié. Parce qu'on décide qu'il y a déviation et parce qu'on décide qu'il y a triche. Je n'utiliserai pas ce mot. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur un autre contrat avec mes collègues, et François notamment, sur le dopage chez les jeunes. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement mis des espoirs dans une activité, que vous engagez, vous investissez des heures, des dizaines d'heures par semaine, que vos parents comptent sur vous, que vos voisins comptent sur vous, que votre club compte sur vous, il n'est pas très facile de dire non à une supplémentation alimentaire ou à une petite pilule ou un petit liquide dans une bouteille qui vous permet de récupérer plus vite. Et c'est parce que aussi le sport a rendu ces humains-là comme des marchandises. Oui, il y a effectivement plus de risque peut-être d'avoir recours à des produits dopants quand on a la possibilité de gagner très bien sa vie avec l'activité physique et sportive. Mais malheureusement, les enquêtes nous montrent que dans les sports amateurs où on gagne rien, à part des breloques, il y a autant de dopage, même beaucoup plus. En Bretagne, par exemple, dès le niveau régional, dès les premières catégories, poussin, poussine, il y a déjà du dopage au niveau régional dans les activités physiques. Donc il faut être conscient que c'est pas pour gagner de l'argent obligatoirement, que c'est pas forcément le vecteur en tous les cas mis en avant en premier.
Mais c'est peut-être l'une des conséquences, François Leyonde, de ce culte de la performance qui ne cesse de nous accompagner depuis quelques décennies déjà. C'est ça. C'est ça. J'allais revenir moi sur le doute qu'on porte parfois sur la performance. C'est intéressant d'interroger les formes de doute parce que j'en vois au moins 3. Il y a les doutes effectivement sur le dopage, mais on doute ou on minimise aussi les performances des athlètes handicapés qui sont équipés d'instruments. Donc la performance est plus tout à fait la même, elle n'a plus tout à fait le même statut. Et les doutes qui sont portés sur le genre de l'athlète font douter aussi sur la performance. Quand on n'est plus certain que l'athlète soit réellement un homme ou une femme, eh bien ça remet en cause le statut de la performance, sa qualité. Oui, donc pour cette athlète, cette sprinteuse ou coureuse de fond sud-africaine, ou dans le tennis, ce qui s'est passé il y a quelques années pour Serena Williams ou pour Amélie Mauresmo. C'est ça. Et on revient finalement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'on prenne le cas du dopage, le cas des athlètes handicapés qui sont équipés ou des athlètes dont on doute de l'appartenance à une catégorie de genre, homme ou femme, quel que soit le cas, en fait, on doute de l'humanité de ce sportif-là, ou en tout cas du statut humain de la performance qui est produite. C'est-à-dire que celui qui est équipé, on va dire, c'est pas tout à fait une performance comme les autres, puisque il est aidé par des instruments, donc il va plus vite grâce à ça. Donc ce qu'il manifeste à travers sa performance n'est pas un acte complètement humain, parce que il y a des instruments, ou alors la performance n'est pas tout à fait humaine au sens où on l'entend d'un point de vue normatif, parce qu'un homme, ou disons au sens générique du terme, est soit un homme en termes de genre ou une femme, et rien d'autre. Donc si son appartenance à une de ces deux catégories est remise en question, eh bien la performance qui est produite n'est pas tout à fait celle d'un homme, et donc on ne peut pas s'identifier à un homme qui produit une performance au-delà des limites qu'on identifie. Et donc ce registre-là, ce ressort de l'illusion du dépassement de la finitude humaine, finalement est désamorcé, donc ça marche moins. François Leyonde, je voudrais qu'on s'intéresse aux articles que vous signez, parce qu'il y a plusieurs articles qui rejoignent un petit peu la thématique que vous explorez dans ce livre, qui est celle des personnes vulnérables, comment le sport peut permettre ou peut donner l'illusion de réintégrer le corps social. Il y a un de vos collègues qui s'intéresse au cas du sida, il y a donc le handicap, il y a aussi les femmes, notamment d'autres cultures, et vous êtes intéressé aux chômeurs et aux RMistes avec ces stages qui permettent quoi finalement? Parce que j'ai pas trop bien compris ce qu'ils permettaient, ou plus exactement les résultats qu'ils produisaient. Le but, c'est de les rendre plus autonomes, de les rendre peut-être plus dignes, de les faire bouger. Alors, la question que j'ai posée, c'est probablement pour ça que vous n'avez pas identifié ce que ça produisait. J'ai compris, mais c'est parce que je fais la boutade par rapport un peu à ce que vous sous-entendez dans votre livre. D'accord. Donc effectivement, la question que je pose, elle est plus sur l'intention politique. C'est-à-dire pourquoi est-ce que on en vient à utiliser le sport, ou simplement à avoir cette idée-là pour remobiliser, pour insérer des personnes qui, effectivement, du point de vue de l'emploi, sont en difficulté, sont en chômage depuis longtemps, depuis plusieurs années la plupart du temps. Et donc, ce que j'ai interrogé, c'est ce que j'ai appelé la philosophie politique, en montrant que, au-delà de la bienveillance apparente et réelle, c'est-à-dire que portés par les représentations très positives du sport, tous les concepteurs de ce dispositif se disent que ça va produire quelque chose de positif chez les chômeurs, et donc c'est une intention qui est bienveillante, je dirais, en surface, mais ça mobilise quand même des représentations qui peuvent être interrogées et qui laissent entrevoir une philosophie politique, je dirais, moins bienveillante, qui a trait à l'exercice d'une forme de pouvoir sur les corps, etc. Voilà. Et une forme aussi de dépense à l'institution, alors que l'un des buts, c'est l'autonomie. C'est ce que raconte, vous racontez notamment 4 parcours de femmes. C'est un peu le point commun qui se passe à la fin, c'est-à-dire qu'on veut les rendre plus autonomes, mais en fait, elles restent dépendantes d'une institution. C'est ça. Alors, le grand leitmotiv des concepteurs de ces stages tient dans quelques mots-clés qui sont très récurrents, c'est-à-dire l'autonomie, la responsabilité, la maîtrise de soi, de son corps. Donc, et puis la fin de la citana
parce que c'est ça aussi qui est en creux dans vos articles. C'est ça, la fin de l'assistanat. Suggérant par là que ceux à qui on s'adresse sont dans une forme d'assistanat dans laquelle parfois ils se complaisent et donc ils sont en défaut par rapport à ces normes de responsabilité, d'autonomie. Donc on vient les mobiliser sportivement en espérant que cette activation sportive, elle produise à nouveau de l'autonomie, de la responsabilité. Donc avec quand même cette représentation un peu stigmatisante derrière, suivant laquelle le chômeur de longue durée serait quelqu'un qui serait un peu en défaut par rapport à ces normes-là. Et effectivement, généralement, puisqu'on interrogeait, on se demandait ce que ça produit chez les gens, comme effet, comme discours, la plupart sont plutôt satisfaits de ce que ça produit. C'est-à-dire que certains disent, bon, au début, on avait un peu peur du sport parce qu'on n'en a jamais fait, ou alors ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et puis finalement, on est entre chômeurs, et donc c'est moins stigmatisant, et on adhère au discours qui consiste à dire il faut s'occuper de soi, s'entretenir, redevenir responsable de son corps, faire attention à ce qu'on présente aussi corporellement face aux autres. Donc, ils adhèrent complètement à ce discours. Et effectivement, je parle d'une vulnérabilité qui est quelque part produite paradoxalement par ces stages. Parce que c'est finalement c'est témoin. Alors il y a les questions d'hygiène et de santé, on n'en a pas parlé, mais qui traversent aussi tous les livres qui sont importantes ici. Mais finalement, ça les renforce aussi dans l'idée qu'elles appartiennent à un groupe vulnérable. C'est ça. Donc il y a l'effet, ce qu'on appelle l'effet d'étiquetage en sociologie, qui est renforcé. Et puis il y a un autre effet un peu pernicieux que j'ai moi, dans l'analyse, commencé à entrevoir en relisant les entretiens, notamment celui que j'avais réalisé avec une chômeuse d'une cinquantaine d'années, et qui me dit à la fin de l'entretien, figurez-vous que j'ai trouvé un autre stage qui s'appelle Image de soi, et vous voyez que je suis autonome, je l'ai trouvé toute seule. Autrement dit, elle va se réengager dans un stage dans lequel elle va montrer qu'elle est autonome, responsable, etc. Mais en réalité, on voit très bien que, en se réengageant dans une forme de stage, elle va simplement se contenter de faire la démonstration de son autonomie auprès de l'institution, qui n'est qu'une autonomie démontrée, mais pas réelle, puisque si elle était réelle, elle serait à nouveau sur le marché de l'emploi pour retrouver un travail, etc. Donc, finalement, elles sont certaines de ces chômeuses, mais c'est aussi parce qu'elles n'ont pas de ressources véritables pour s'insérer. Quand on n'a pas de diplôme à 50 ans et quand on est au chômage depuis plus de 5 ans, on sait très bien que la probabilité de s'insérer professionnellement est très faible. Par contre, en se réengageant dans un stage comme ça, on voit très bien comme elles sont mues par un rôle qu'on leur prête, c'est-à-dire de la chômeuse qui se réengage, qui retrouve finalement le chemin normatif, celui de la responsabilité, etc. Mais on perçoit là, évidemment, une forme de dépendance à l'institution, c'est-à-dire que sans ces stages, sans ces dispositifs qui entretiennent ces petits rôles, eh bien, ces chômeuses seraient perdues. Elles sont donc dans ce que j'ai appelé une forme de dépendance institutionnelle, et les dispositifs produisent ce que j'ai appelé aussi des vulnérabilités iatrogènes. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais qui est très simple, c'est-à-dire qu'en médecine, il existe des médicaments qui parfois renforcent la maladie qu'ils entendent traiter. Là, on est sur des dispositifs politiques qui, paradoxalement, ont l'effet de renforcer la vulnérabilité qu'ils sont censés traiter. Pareil pour les médias, parce qu'il y a quand même je crois que c'est votre Eric là que vous racontez, qui se dépasse physiquement, qui fait des exploits et qui du coup est perçu par les médias comme quelqu'un de vulnérable, mais quelqu'un de vulnérable qui a réussi à se dépasser. Hein. C'est ça. Alors c'est un cas très particulier et en même temps qui est très illustratif, qui permet en quelque sorte un effet de loupe sur le fonctionnement justement sur cette catégorie de la vulnérabilité. Et une vulnérabilité heureuse. Voilà. Alors, ce cas, donc c'est celui d'Éric Fournier. Alors, c'est pas un pseudonyme, hein, il a accepté que son nom soit publiquement apparaisse, en tout cas dans l'ouvrage. C'est un chômeur qui a réalisé un tour de France en vélo pour mettre en scène ses difficultés de recherche d'emploi. Donc, il avait dans la quarantaine d'années.
et donc il souhaitait mettre en scène et pour montrer qu'effectivement il faisait face à des difficultés auxquelles font face beaucoup d'individus dans sa situation, et donc il l'a mis en scène véritablement, au sens propre du terme, en mobilisant beaucoup de journaux, de télé, et donc pendant une période comme ça on l'a vu un petit peu partout, mais son cas est très particulier parce que il a décidé de faire ce Tour de France sans au préalable avoir renseigné la plupart des individus de son entourage sur sa véritable situation d'RMiste. Donc c'est une sorte de coming out de sa situation professionnelle assez radicale, et puisque son entourage a appris qu'il était effectivement RMI le jour où ils ont vu dans les médias qu'il allait réaliser un Tour de France en vélo. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette forme d'héroïsation, parce que ça a fonctionné, il est passé dans beaucoup de médias, c'est devenu une sorte de figure typique du chômeur volontaire. Et cette forme d'héroïsation par l'exploit sportif, en fait, elle suggère toujours l'existence d'un chômeur qui ne se prendrait pas en main, et elle suggère la possibilité individuellement de dépasser sa condition de chômeur en ayant tendance à mettre de côté tous les déterminismes collectifs qui pèsent sur les chômeurs évidemment et qui manquent de ressources. Donc il a été présenté comme un chômeur comme tous les autres qui d'un coup se lève un matin en disant j'arrête de ne rien faire et de me laisser aller et je vais faire un Tour de France en vélo, alors qu'en réalité c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, d'abord des ressources langagières, qui s'exprime très bien, qui a été très compétent dans la mobilisation des médias, qui avait aussi des ressources physiques quand même pour réaliser ce Tour de France en vélo, même si c'était pas un grand sportif. Tous les chômeurs que j'ai rencontrés ne sont pas capables de le faire. Donc on avait finalement, en dehors, au-delà de la présentation qu'on en faisait, un profil très singulier. Et puis surtout cette forme d'héroïsation produit une injonction adressée à tous les autres chômeurs de se prendre en main, de devenir des sortes de héros eux-mêmes de leur vie quotidienne. On retrouve le même cas avec Monsieur Loiseau qui dépasse son obésité en faisant une sorte de Tour de France à la marche. Et finalement, le discours que cela renvoie, il renforce la stigmatisation qui pèse sur les obèses, puisqu'il suggère que il est possible de se prendre en main, et le sport est la forme de prise en main de soi, de reprise en charge de soi la plus absolue, avec toujours derrière l'idée que il est possible de se reprendre en main, et donc que l'état d'obèse ou de chômeur est lié à un défaut personnel de responsabilité par rapport à soi. Stéphanéas, un mot pour conclure ces 3 entretiens. Oui, effectivement, le cas de Jean-Luc Loiseau que j'ai rencontré il y a 2 jours à Clermont-Ferrand, donc effectivement qui fait du 4 mai au mois de septembre un Tour de France, et aussi particulier de ce point de vue-là, parce qu'il travaillait, il était au chômage depuis, mais il travaillait pour une grosse entreprise américaine, et effectivement il a rassemblé un budget qui nous ferait nous pâlir pour plusieurs années de travaux de recherche, et il a réussi pour quelques, comment on appelle ça, des étapes de son Tour de France, qui n'est pas véritablement un Tour de France d'ailleurs, mais symboliquement il a voulu le mettre en œuvre. Donc effectivement on voit bien comment il y a une inégalité face aux vulnérabilités sociales, socio-économiques, physiques, physiologiques, et que même si on peut éventuellement tous subir des coups du sort, des coups de la vie, avec des maladies graves qui peuvent intervenir, des chocs et des traumatismes qui ont des conséquences qui peuvent parfois être dramatiques. Les ressorts collectifs et déterministes, on dit en sociologie, les déterminations sociales sont quand même très présentes, et on n'est pas tous égaux face à ces possibilités même d'agir sur soi et sur les autres.
Eh ben, ça et beaucoup d'autres choses sont donc à découvrir dans votre livre Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle, qui réunit, je le rappelle, une quarantaine de chercheurs. Le livre est paru aux presses universitaires de Rennes. François Leyondre et Stéphane Eas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Et on peut retrouver ces 3 entretiens en podcast sur notre site rcf-alpha.com.